Bonsoir messieurs, dames. Je vais d'abord commencer par vous remercier de m'avoir confié cette présentation d'Alban Bensa. Je vais essayer d'être un peu court et pour tout vous dire, je suis un petit peu tenté d'être long parce que le livre que va présenter Alban est un livre qui a une certaine densité, à la fois qui est tout à fait accessible de lecture, mais qui pose des enjeux qui sont vraiment centraux pour tout un tas de disciplines. Je vais passer vite peut-être sur la carrière qui a été la sienne depuis une quarantaine d'années, puisque s'il faut compter, Alban Bensa est arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1973, je crois, hein, c'est la bonne date. Donc ça fait 42 ans de présence sur le terrain, et ces 42 ans ont évidemment, vous vous en doutez, quelques effets sur sa façon d'appréhender ces sociétés. Donc Alban Bensa est ethnologue, il est directeur d'études à l'école des hautes études des sciences sociales, et c'est quelqu'un qui s'est vraiment positionné sur deux terrains un petit peu différents, à la fois, me semble-t-il, très complémentaires. Le premier terrain, c'est un terrain qui est assez généraliste. C'est finalement la deuxième partie de la carrière d'Alban, où il tente de promouvoir un vrai programme de sciences sociales, c'est-à-dire de travailler avec des historiens, ce que font pas toujours les ethnologues, vous vous en doutez bien, de travailler avec des politistes, ce qui est encore plus rare, de travailler avec des sociologues, et cela dans deux directions. Il y a deux projets collectifs qui me paraissent être importants et qui permettent de cadrer un petit peu le travail intellectuel qui sera le sien. C'est d'abord la création d'une revue, qui est une revue aujourd'hui qui est devenue une revue fondamentale, qui est la revue Genèse, Histoire et Sciences sociales, et où se mettent au travail des gens de disciplines extrêmement différentes et avec un projet de ne pas se situer dans un dialogue de disciplines, mais d'essayer de construire un véritable projet commun au travers d'un véritable travail empirique. C'est-à-dire des historiens qui se posent la question de savoir comment on fait des archives, des ethnologues, comment on rend compatible un travail d'archive orale et un travail d'archive écrite, etc. Des sociologues qui se posent la question des rapports sociaux dans des sociétés lointaines, etc., etc. Et cette revue, elle produit quelque chose de tout à fait particulier qui est un projet d'unité des sciences sociales, par certains côtés. Et puis le deuxième point, qui est tout aussi collectif et qui me semble important, ça a été au début des années 90, la création d'un DEA à l'École normale supérieure, qui est le DEA de sciences sociales, et Alban a vraiment pris sa pleine part de ce côté-là, pour former justement toute une génération qui aujourd'hui se trouve au CNRS, à l'université, et dont le parti pris est d'essayer de ne pas se poser la question des disciplines, c'est-à-dire de ne plus se positionner forcément comme ethnologue, comme historien, comme sociologue, par rapport à un objet, mais d'essayer de construire quelque chose qui ressemble à un programme commun. Ça, c'est un travail généraliste qu'a réalisé Alban, qui est sans doute la part pour le grand public qui est la moins visible, mais qui tout à la fois est une part qui a eu un effet considérable dans la façon dont aujourd'hui on peut penser les sciences sociales. Et puis le deuxième élément, c'est celui qui retiendra sans doute beaucoup plus notre attention ici, et qui part finalement d'une trajectoire qu'on peut considérer comme étant relativement classique en ethnologie. Qu'est-ce que finalement on attend d'un ethnologue ? On attend souvent de lui, traditionnellement, de nous parler de la culture, de sociétés qui ont été pensées comme primitives, qui ont été pensées comme pas historiques ou anhistoriques, et puis progressivement qui ont été pensées différemment. Je pense évidemment à une figure que vous connaissez tous, qui est celle de Claude Lévi-Strauss, qui va constituer une forme de rupture dans la façon d'appréhender ces sociétés. Et donc Alban devient, dans les années 70, un spécialiste des sociétés kanaks de Nouvelle-Calédonie. Et il le fait, c'est pour cette raison que j'ai utilisé le terme classique, il le fait comme on le fait à l'époque en ethnologie. C'est-à-dire qu'il travaille sur la parenté, qui est un socle intellectuel extrêmement fort pour les ethnologues. C'est sans doute un des points sur lesquels ils ont le plus apporté en sciences sociales. Ils travaillent sur la parenté, sur des structures de parenté ou des stratégies de parenté. Alban, je crois, devrait revenir sur cet enjeu-là. Il travaille également sur la question des mythes et des mythologies. C'est-à-dire qu'il fait ce travail avec une forme d'abnégation qui est propre aux ethnologues, de rester sur le terrain, de recueillir des mythes et d'essayer de voir dans quelle mesure on peut donner sens à ces mythes et mieux comprendre une société au travers de ces mythes. Et puis, Alban se confronte finalement à deux événements majeurs qui, je crois, vont contribuer à totalement transformer son mode d'appréhension de ces sociétés. Totalement transformer, sans doute fort, mais en tout cas à transformer son mode d'appréhension de ces sociétés. La première expérience, je crois qu'on peut dire d'Alban que c'est quelqu'un, que c'est un chercheur qui est particulièrement marqué par son terrain. La première expérience, c'est une expérience politique. C'est-à-dire de voir les sociétés sur lesquelles il travaille, qui sont des sociétés qui ont été durablement et durement colonisées,
dont la démographie a vécu une forme d'effondrement extrêmement fort. L'effectif des populations kanaks s'est effondré de 40% entre 1880 et 1920. Donc c'est un impact colonial qui est extrêmement fort sur ces populations. Et puis Alban assiste et de façon directe participe à une véritable révolte politique. C'est-à-dire que des sociétés qui, quelquefois, avaient été décrites par l'ethnologie comme étant des sociétés qui bougeaient peu, Claude Lévi-Strauss parlait de sociétés froides par certains côtés, ces sociétés se mettent à bouger. Des gens se mobilisent, ils organisent des réunions politiques, ils inventent des slogans, ils inventent une symbolique nouvelle, et on sent que quelque chose bouge. Le côté politique, évidemment, qui nous intéresse ici, ce n'est pas le côté politique au sens partisan, c'est que tout d'un coup, on voit des sociétés qui commencent à produire une emprise sur elles-mêmes. C'est en cela qu'elles sont politiques par certains côtés. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui chamboule totalement la façon dont on peut les penser. Elles deviennent plus historiques, en tout cas dans le regard que nous portons sur elles. Et puis le deuxième élément qui est un événement, si je puis dire, c'est l'expérience du temps long. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est le fait que, évidemment, les ethnologues ne travaillent pas toujours 20 ans, 30 ans ou 40 ans sur le même terrain, pour des raisons quasi psychiques que vous comprenez. Il y a toujours un moment dans la carrière où un ethnologue ou un politiste, un historien a envie de changer d'objet. Et la carrière d'Alban Bensa, elle est remarquable de ce point de vue-là parce qu'il reste avec une forme d'abnégation qui est assez admirable sur le même terrain pendant 40 ans. Ça signifie que d'année en année, il voit par petites inflexions successives, ce que l'école fait à ces sociétés, comment petit à petit elles trouvent des solutions nouvelles à des problèmes nouveaux, comment elles utilisent des solutions anciennes pour des problèmes qui eux-mêmes sont anciens, des solutions nouvelles pour des problèmes anciens, etc. Et que, encore une fois, par petites touches, ces sociétés se transforment et que sous ses yeux, elles deviennent plus historiques qu'elles ne l'étaient. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je crois que le volume que nous propose Alban, dont le titre est un très beau titre, il n'y a que les ethnologues pour inventer des titres pareils, le titre est « Les sanglots de l'aigle pêcheur », et je trouve que ce titre est vraiment un aboutissement de ces deux points de vue, c'est-à-dire une perspective de sciences sociales générale et généraliste, où Alban essaye de défendre des points de vue qui sont forts dans l'univers des sciences sociales, et puis tout à la fois une capacité à rendre compte de l'historicité des sociétés sur lesquelles il a travaillé pendant très longtemps. Voilà Alban, merci beaucoup de ta présence, et à toi la parole. Bon, merci Eric, merci la mairie de Montpellier de m'avoir invité dans cette Agora des Savoirs qui est déjà très célèbre, donc je suis très heureux d'être là avec vous pour vous présenter cet ouvrage, vous parler de la Nouvelle-Calédonie à cette occasion et essayer de vous faire partager peut-être le sentiment de esthétique, une certaine passion que j'ai pour ce territoire qui est encore un territoire français d'outre-mer, même s'il est en pleine mutation et si on ne sait pas ce qui va devenir dans les années qui viennent, puisque des référendums sont prévus. Donc je voulais rapidement vous dire que ce travail a été d'abord un travail collectif qui est le résultat d'une longue entreprise de recherche, une longue entreprise de recherche qui a commencé par la collecte de narration, de poésie, de chant, de ce qu'on appelait tradition orale, jusqu'à nous apercevoir que finalement ces traditions orales étaient aussi doublées ou complétées ou précédées parfois même par des traditions écrites, puisque à l'ombre des églises, catholiques d'abord puis protestantes surtout, les Kanaks ont appris à écrire, à lire et écrire, et notamment à écrire dans leur propre langue. Et ce travail d'écriture dans leur propre langue est un des points centraux de notre entreprise. Alors cette entreprise de recherche, donc, elle débute par ces collectes, par ce qu'Éric a mentionné, aussi des travaux sur la parenté, des travaux sur l'organisation sociale, sur les dispositifs, les systèmes politiques, dans un univers que les ethnologues, en général, détachent de leurs préoccupations, mais que petit à petit, cet univers m'a rattrapé. Je veux dire un univers colonial, dit post-colonial, mais enfin en 1973, c'était pas tellement post-colonial, c'était tout à fait colonial, au sens où les
les Kanaks se trouvaient encore dans une situation matérielle, économique, sociale, de relégation dans les réserves, même s'ils avaient le droit de sortir de ces réserves. Et c'était une découverte pour moi, ou plutôt une sorte de chute brutale, de m'apercevoir que ce monde enchanteur que les ethnologues essayent souvent de décrire quand ils parlent de l'Océanie, par exemple, était un monde social, politique et économique très difficile pour ces populations. Donc, mon parcours, et c'est notamment le croisement entre cette recherche d'une tradition kanak qui aurait pu perdurer à travers les temps, les siècles et les âges, et puis la confrontation de ce projet un petit peu utopique de reconstitution d'un monde idéal confrontation avec la colonisation, avec la situation politique de la Nouvelle-Calédonie, et donc avec l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et finalement, ce livre, il a été inspiré, il est signé par trois personnes, Katiwe Yvon Goromwendo, qui est un kanak qui enseigne la langue païkin, qui est une des 28 langues parlées en Nouvelle-Calédonie, et sur laquelle ce livre propose beaucoup de textes en langue païkin. On en parlera tout à l'heure. Donc, Katiwe Yvon Goromwendo, donc un kanak qui est issu aussi des accords de Matignon, de l'accord de Nouméa, de l'émancipation kanak qui a été rendue possible après le drame d'Ouvéa et à partir de la signature des accords de Matignon en 1988. Et puis, nous avons travaillé aussi avec un jeune historien néo-zélandais, Adrian Muckle, qui justement avait travaillé sur cette fameuse guerre de 1917 dont nous allons reparler. Donc, et en arrière-plan, si vous voulez, le fondement même de notre investissement, il remonte à celui des linguistes, André-Georges Audricourt, Jean-Claude Rivière, qui ont été dans le sillage de l'ENAR, mais avec une formation linguistique plus solide, pour tout dire, plus moderne, hein, même si l'ENAR a fait des efforts considérables justement pour mettre en valeur les langues kanaks, ce qui était tout à fait original à son époque. Hein. Audricourt et Rivière ont été les premiers à mesurer l'importance de ces narrations, de ces chants, de ces poésies, et à commencer à les transcrire, à les traduire et à en tirer des documents pour la linguistique principalement, mais aussi des documents pour l'ethnologie. Et une grande partie de ces textes, je les ai recueillis avec Jean-Claude Rivière. Alors, ce livre doit, pour le comprendre, il faut savoir un certain nombre de choses très simples. Peut-être certaines ou certains d'entre vous connaissent déjà la situation historique de la Nouvelle-Calédonie, mais ce qu'il faut savoir, simplement avoir en tête pour comprendre ce conflit de 1917, qui a un siècle, qui est relativement tardif, si vous voulez, dans l'histoire du pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc les premiers occupants de la Nouvelle-Calédonie, ceux qui l'ont véritablement découverte dans leur pirogue, avec leur pirogue en descendant le long de l'arc mélanésien, et qu'on appelle aujourd'hui Kanak, sont arrivés à peu près en 1600 avant Jésus-Christ, en étant des gens du bord de mer, qu'on a appelé ça des gens qui fabriquaient des poteries dites lapita. Bon. Et ces gens du bord de mer, petit à petit, ont développé la culture de l'igname et des tarots en remontant dans les vallées pour stabiliser une civilisation qui est celle que les Européens trouveront à la fin du XVIIIe siècle, une civilisation largement agricole, horticole, et dans laquelle il n'y avait pas d'élevage, parce qu'on ne sait pas pourquoi, tous les Mélanésiens ont des cochons, et les Kanaks les ont perdu le cochon en route, et on n'en a même pas trace dans les fouilles archéologiques, donc il y a un mystère. Toujours est-il qu'ils se sont fait connaître comme de formidables horticulteurs, agriculteurs faisant des cultures en terrasses de tarots irrigués, et s'organisant en chefferie et en se déployant sur tout le territoire
fertile de la Nouvelle-Calédonie, puisque la Nouvelle-Calédonie est une grande île de 400 km de long, à peu près 50 km de large, mais qui est coupée en deux par une chaîne centrale avec des latérites, avec justement, on va le découvrir plus tard, ce fameux nickel. Et donc tout n'est pas fertile partout, donc se sont installés sur les bonnes terres, sur les piémonts, dans les basses vallées, et même en remontant. Alors, cette situation va perdurer. Bon, le capitaine Cook passe 9 jours en Nouvelle-Calédonie en 1774. Bon, là, il ne se passe pas grand-chose, mais Cook, quand même, fait un certain nombre de notations, et puis il ramène des objets. Puis ensuite, en 1793, c'est d'Entrecasteaux qui arrive en Nouvelle-Calédonie, doit faire face à des mouvements révolutionnaires à l'intérieur même de son bateau. Bon, finalement, il mourra avant de revenir en France, et puis avant que son bateau ne revienne en France. Et donc, la Calédonie va être un enjeu petit à petit dans le dispositif diplomatique, géopolitique de l'époque, à partir de 1840. Les premiers missionnaires, les pères maristes, arrivent en 1840 au nord de la Nouvelle-Calédonie. Et puis là, sans rentrer dans les détails, ça a été très bien décrit par une historienne du CNRS, Isabelle Merle, les conditions de prise de possession de la Nouvelle-Calédonie, c'est une concurrence entre la France et l'Angleterre, entre les catholiques et les protestants, pour évangéliser le Pacifique. Après avoir évangélisé la Polynésie, il y avait un gros enjeu sur la Nouvelle-Calédonie. Napoléon III n'y tenait pas tellement. Il avait fait faire une recherche pour savoir un rapport, quoi. Il disait, mais il n'y a rien d'intéressant dans ce pays-là. Finalement, il est convaincu par Monseigneur Douard, pour des raisons géopolitiques, il faut prendre possession de la Nouvelle-Calédonie. Donc la France prend possession de la Nouvelle-Calédonie unilatéralement en 1853. Et Monseigneur Douard, c'est écrit sur la cathédrale de Nouméa, il y a une plaque en 1853, donc le 24 septembre 1853, Monseigneur Douard a donné la Calédonie à Dieu. Donc tout était dit, et la colonisation va commencer, pas tout de suite, elle va commencer véritablement avec l'installation d'un bagne en Nouvelle-Calédonie à partir de 1864, et ce bagne va transporter des réprouvés, des condamnés en Nouvelle-Calédonie jusqu'en 1889. Hein. Et donc, pendant ces quelques 25 ans, ce sont presque 25 000 personnes qui vont être envoyées au bagne en Nouvelle-Calédonie. Et puis s'ajoutent à ces bagnards vont s'ajouter des colons dits libres qui viennent de France, mais aussi d'Australie, d'Allemagne, d'Irlande, d'Angleterre, etc. Et souvent en passant par l'Australie. Et donc, il y a une installation de colons qui font de l'élevage. Et tous ces gens, petit à petit, avec l'appui des autorités françaises, vont repousser les autochtones, les premiers occupants, qu'on appelait déjà Kanak. Kanak étant un mot polynésien, il veut dire homme. C'était les hommes d'équipage, en fait. Et c'est un terme qui n'est pas issu d'une langue mélanésienne, mais qui veut dire les hommes, les employés sur les bateaux, etc. Et c'était un terme très, très péjoratif. Et donc, face à cette arrivée massive de population et puis à cette politique de conquête, les Kanaks vont résister beaucoup, presque une révolte par an, mais à partir jusqu'à une grande insurrection qui est connue, qui est celle menée par celui qu'on a appelé le chef Ataï en 1878. Et la répression de l'insurrection de 1878 va dégager des terres dans tout le sud de la Nouvelle-Calédonie, de Nouméa à Bourail pratiquement, et donc va encore ouvrir plus d'espace à la colonisation. Et puis ensuite, le gouverneur Feuillet, dans les années 1890, va faire venir encore des colons, ce qu'on appelait les colons Feuillet, c'est des petits colons qui devaient planter du café. Voilà, pour planter du café, mais c'est encore 500 familles qui arrivent. Et donc le monde kanak recule face à cet afflux de gens qui sont pas si nombreux que ça, si on peut dire, mais qui sont très offensifs et qui veulent de l'espace, qui veulent s'emparer des terres, qui veulent s'installer, d'autant que c'est les gens qui étaient condamnés au bagne, lorsqu'ils
sont libérés, on ne leur paye pas le bateau de retour. Donc ils sont obligés de s'installer. Il y a quelque chose que Tjibaou a bien spécifié en disant qu'ils sont aussi victimes de l'histoire. Si vous voulez. Ils sont trouvés pris dans un univers très dur, très dur, très violent et très compliqué qui se met en place, disons, entre 1860 et 1900. Et pour sécuriser ces populations, comme on dit maintenant, parce qu'il y avait aussi les échappés du bagne, il y avait aussi ces gens, des gens que les familles qui n'étaient pas issues du bagne réprouvaient, ne voulaient pas embaucher, donc ils formaient des bandes de pillards un petit peu partout. Enfin, la situation était très difficile, et donc les Kanaks aussi n'étaient pas contents d'être envahis ainsi. Donc la France va décider de mettre en place des réserves, une délimitation des réserves, qui commence d'ailleurs en 1876, et en 1878, c'est l'insurrection du chef Ataï, justement au moment où les Kanaks comprennent qu'ils vont être prisonniers dans leurs réserves, mais le système va se mettre en place jusqu'en 1900, et donc des milliers d'hectares qu'ils occupaient avant, bon, ils se retrouvent dans quelques 300 réserves, quelquefois très exiguës, et va mettre... Tout ça est chapeauté par un code juridique qu'on appelle le code de l'indigénat, le régime de l'indigénat, qui leur interdit de sortir de leur réserve, de se marier à l'extérieur de la réserve, mais qui les oblige quand même à payer un impôt, parce que quand même on leur laissait une terre, il fallait qu'ils payent un impôt foncier dessus. Et on avait fait ça pour qu'ils puissent aller travailler chez les colons pour avoir un peu d'argent pour payer cet impôt. Et en fait, le code de l'indigénat, c'est la machine économique d'exploitation non seulement des Kanaks, mais aussi d'autres communautés qui sont importées, parce qu'il n'y a pas assez de monde en fait en Nouvelle-Calédonie. Si on veut construire des routes, lancer l'industrie du nickel à partir de 1880, si on veut planter du café, si on veut développer une activité portuaire, etc. Donc on fait venir des gens d'autres colonies, de Polynésie, de Wallis et Futuna, mais aussi de la colonie hollandaise des Indes néerlandaises, donc de l'actuelle Indonésie, même aussi des Japonais qui viennent. Enfin, il y a tout un milieu extrêmement diversifié et pauvre qui est soumis à une réglementation stricte qui est de travailler pour la colonie, et notamment pour les propriétaires fonciers qui, eux, se retirent à Nouméa et vivent alors dans une espèce de cocon colonial un peu... étrange, mais on sait bien que ça existe, ça a existé dans tous les univers coloniaux. Enfin, un monde distancé, un peu insouciant, et qui vit comme ça. Ils font des courses de chevaux, des paris, ils vont se promener, etc. Il y a tout un petit monde colonial qui se développe comme ça à Nouméa. Alors, tout ça et les Kanaks dans cette histoire, si vous voulez, comment est-ce qu'ils vont être sur le plan politique, comment les choses vont-elles se passer? Alors là, on rentre du coup dans l'anthropologie. Si elle a des défauts, quelquefois l'anthropologie, quand elle oublie l'histoire, mais elle a quelques mérites quand elle essaye d'écouter les gens pour savoir comment ils sont organisés encore aujourd'hui et comment ils l'étaient à l'époque des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents de ce qu'on appelle nos informateurs, qui sont en fait nos collaborateurs, nos interlocuteurs, voire nos amis. Et donc, malgré... Et c'est la chute démographique aussi dont Éric Soriano vient de parler, malgré cette période catastrophique, les Kanaks maintiennent un socle, un dispositif de parenté qui fonctionne toujours. Voilà, il marche toujours. Je peux le vérifier à Paris, n'importe où, s'il y a un Kanak dans la salle. C'est pas difficile. Voilà. Le Kanak que j'ai vu dimanche, je lui ai dit, mais au fait, comment tu vas m'appeler? Il m'a dit, je t'appelle grand frère. Bon, très bien. Bon, il fallait que je me resitue. Des fois, j'oublie un peu mes liens claniques. Et donc, si vous voulez, un socle de parenté très solide, et aussi à l'intérieur du clan, qui est un univers d'hommes apparentés, c'est tous les descendants masculins d'un groupe, alors les femmes aussi, mais quand elles qui appartiennent à ce groupe patrilinéaire, ce clan est lui-même hiérarchisé. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais il y avait des chefs de clan, des personnages, disons les aînés de la branche aînée du clan, venant des sites les plus anciens, etc. Alors ce dispositif-là fait qu'il y a des chefs partout,
il y a disons, c'est une société où les règles de politesse, les règles d'allégeance, les préséances sont très, très fortes. Bon, la colonisation arrive là, les militaires qui eux aussi ont leurs préséances, qui sont aussi tarabiscotés quelquefois que celles des Kanaks, si vous voulez. Mais là, il ne pouvait pas y avoir deux régimes comme ça fonctionnant ensemble. Et la France, ce dont elle a besoin, c'est de relais kanak dans la société kanak pour mettre en place son système économique d'exploitation du travail des Kanaks et aussi des non-Kanaks, un système capitaliste simple et violent. Et donc, elle va constituer ce qu'on a appelé les chefferies administratives. Donc, vous avez cet univers de clans qui continue à exister jusqu'à aujourd'hui, voilà, je peux en témoigner. Et puis, vous avez ces chefferies administratives, c'est-à-dire que les Français vont voir que les Kanaks sont en lice. C'était une société où les gens se bagarraient beaucoup pour trouver des femmes, pour trouver des bonnes terres, pour la suprématie des chefs, pour l'honneur, pour la gloire militaire, etc. Donc les Français vont plus ou moins habilement soutenir les uns contre les autres et faire émerger ce qu'ils ont appelé des grandes chefferies administratives. Il y a des personnages, alors on leur donne un képi, un costume de chef. Quelquefois, ils ont que le haut européen et le bas, c'est encore l'étui pénien. On a toutes sortes de photos du 19e siècle qui montrent ça. Et puis, ces gens vont être rétribués, rémunérés. On va décider que la chefferie est héréditaire. Ça, c'est le côté peut-être monarchique que la République traîne et donc réintroduit dans le système. Et ces chefs administratifs vont être chargés de prélever l'impôt de capitation, d'organiser la police, de dénoncer les gens qui quittent leurs réserves, qui se déplacent, etc., de signaler tous les troubles éventuels, et évidemment, au moment de la guerre de 14, de travailler au recrutement de volontaires, entre guillemets, pour aller se battre dans les tranchées à partir de 1915. Alors ces chefferies administratives, vous avez un chef administratif qui est dans une réserve qu'on appelle là-bas pudiquement tribu, et puis cette tribu dans laquelle se trouve le grand chef administratif, elle a autorité sur une dizaine, une quinzaine d'autres petites tribus dans lesquelles se trouve un petit chef. Donc en gros, vous avez le grand chef, le petit chef, mais ça, ce sont des structures qui se sont imposées avec la colonisation. Alors, il ne faut pas croire que les Kanaks aient rechigné non plus. Ceux qui pouvaient être nommés, ils en tiraient quelques avantages. On leur donnait un peu d'alcool, ils pouvaient avoir un petit emploi chez un éleveur, faire le cowboy stockman chez un éleveur. Ils en retiraient une certaine reconnaissance quand tout allait bien. Mais après, la France nommait les uns, puis celui-là se comporte mal, alors on le destitue, on en met un autre, etc. Et donc, ce système-là va créer entre les Kanaks une tension, entre les chefs de clan, les chefs dans les groupes de parenté, les anciens, les aînés, les notables traditionnels, et puis ces nouvelles structures. Il va y avoir une très très forte tension, d'autant que ces nouvelles structures, elles sont commandées par l'administration coloniale qui leur demande de faire des choses que quelquefois elles n'ont pas envie de faire. Le chef, il n'a pas envie de dénoncer son cousin, il n'a pas envie d'envoyer les gendarmes ou l'armée dans telle ou telle tribu. Et donc cette situation-là va s'accentuer une fois que les réserves auront été complètement délimitées, parce qu'au début, il y a un flou. On ne sait pas qui on va monter comme chef, on ne sait pas qui... Et puis, il y a des révoltes. Il y a des Kanaks qui se révoltent contre les chefs administratifs. Et à ce moment-là, les chefs administratifs, ils appellent l'armée française, et l'armée française les appuie pour liquider les ennemis. Et cette tension, elle va devenir de plus en plus lourde, de plus en plus forte. Et en 1917... sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie, dans la région de Koné, où se trouve maintenant tout près de l'usine de nickel et du massif minier du Koniambo, certains Kanaks vont commencer à s'en prendre au chef administratif, à s'en prendre au syndic des affaires indigènes, parce que le syndic des affaires indigènes, c'est lui qui désigne les chefs qui vont être nommés. Donc c'est un personnage très important à l'époque. Et donc ils vont se révolter, ils vont dire on en a assez d'être soumis à toutes ces conditions, d'autant que le chef administratif, il joue aussi avec les colons. Les colons essayent d'obtenir du chef administratif l'autorisation de faire paître leur bétail plus loin, quelquefois trop près de la réserve. Donc,
Et puis la réserve, qui va faire les barrières de la réserve? Est-ce que c'est le colon ou est-ce que c'est les Kanaks qui ont été mis dans ces réserves et qui n'ont pas envie, en plus, de s'enfermer eux-mêmes à l'intérieur, si vous voulez? Donc les tensions sont assez fortes. Et la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est dû par l'arrivée de nouveaux colons, qui est liée à la guerre de 14 en partie. Parce que la guerre de 14 va augmenter la consommation de viande dans les tranchées. Et le marché du bœuf va exploser complètement. Et donc, les colons, ça devient extrêmement rentable d'être colon, si vous voulez. Donc, il y a une pression, il y a de plus en plus de têtes de bétail. Ça a été bien montré par une historienne calédonienne, la Sylvette Boumamboyer. Et donc, la pression foncière, les chefs administratifs de plus en plus autoritaires, les chefs de clan qui voudraient bien continuer à exister, et puis les destitutions, c'est aussi dangereux ça, vous nommez quelqu'un chef, puis après vous le destituez. Alors il est encore plus en colère. Donc, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est la guerre de 1917, c'est la guerre de 14, c'est-à-dire le recrutement, à partir de 1915, puis en 1916, de bataillons de Kanaks, alors de Calédoniens. Il y a quelques Calédoniens qui sont allés, mais il y a plus de 1000 Kanaks qui sont partis dans les tranchées, 400 qui sont morts, et tout ça dans des conditions où on leur disait, où on leur promettait qu'on allait leur rendre leur terre, même aller jusqu'à la citoyenneté. Et bon, on verra peut-être, mais dans ce dispositif-là, les missionnaires vont jouer un rôle. Et le pasteur Lénard va être un des grands recruteurs pour la guerre de 14 dans la zone où lui, il s'était implanté, dans la zone de Wailou. Et il fait preuve d'un très très grand patriotisme qu'on peut comprendre, mais enfin... Voilà, et donc il dit aux Kanaks, bon ben voilà, vous en retirerez peut-être des avantages, mais il écrit à son père, j'ai un peu honte de leur dire ça, parce que dans le fond, c'est pas vrai, c'est pas tout à fait vrai, etc. Et là, la société commence à rentrer en ébullition, et les Kanaks vont mener des petites attaques sur des stations d'élevage, sur des colons isolés et sur des mines. Et puis, où ils disent qu'ils n'ont pas été bien payés. C'est de la guérilla, hein, c'est pas du tout d'ailleurs comme en 1878, où là, il y avait eu une coordination des alliances entre les clans qui a fait qu'il y avait vraiment une véritable armée qui avait pu se lever. Là, c'est une toute petite guérilla. Les alliances ont été un peu bricolées. Il y a une espèce de ras-le-bol plus ou moins bien organisé, mais plutôt pas très bien organisé. Et alors la France, là, prend peur immédiatement. Pourquoi est-ce qu'elle prend peur immédiatement? À cause de la révolte de la rébellion de 1878. Ils disent, ils ne vont pas recommencer. On était bien tranquille, et donc là, il va y avoir une réaction dure des autorités coloniales, qui évidemment, au début, bon, ils envoient quelques soldats tahitiens, européens, etc., qui n'arrivent à rien, parce qu'il faut connaître le terrain, et donc, comme en 1878, mais dans une moindre envergure, ils vont s'appuyer sur des auxiliaires Kanaks, c'est-à-dire jouer sur ils vont prendre des gens de Wailou contre les gens de Koné, des gens de Kanala contre les gens de Koné, et donc c'est grâce à ces auxiliaires Kanaks qui vont conduire en gros les militaires dans les villages, qui comprennent les langues, qui ont des relations d'alliance, etc., que petit à petit la répression va s'étendre. La répression va s'étendre, elle va durer 18 mois, elle va... Alors, principalement pour la répression, on détruit toutes les cultures vivrières, c'est un classique des guerres coloniales, pour acculer les gens, les affamer, et puis on les remet bien dans leurs réserves, parce que le système des réserves, surtout dans les zones plus reculées de la chaîne centrale, les endroits un peu loin, on n'allait pas trop regarder s'ils faisaient un champ d'igname en dehors de la réserve, donc là, il va y avoir on va supprimer une quinzaine d'implantations Kanaks en dehors des réserves. On va renommer des petits chefs beaucoup plus à la botte, et on va contraindre les gens à ne plus bouger. On va les fixer, si vous voulez, à travers une répression assez grande. On les exile, certains sont exécutés, d'autres sont arrêtés. Il n'y a pas eu, c'est pas une guerre qui a fait des milliers de morts, peut-être eu 300 morts, si vous voulez. Alors évidemment, par rapport à la guerre de 14, c'est pas grand-chose, mais en même temps, sur une population, il y a eu les morts, mais il y a aussi les gens déplacés, les gens qui ont été obligés de
se sauver sur une autre côte, et puis les gens qui ont été obligés de choisir enfin entre l'Église catholique et l'Église protestante, parce qu'il y avait cet enjeu. Les protestants et les catholiques sur le terrain se faisaient pas de cadeaux. Lénard parlait des catholiques païens, voilà. Et quand on voit dans la correspondance, il y avait une très grande violence à cette époque, chacun essayant évidemment d'avancer ses pions. Et comme l'a dit d'ailleurs monseigneur Chanrion, qui était l'évêque de l'époque à Nouméa, dit cette petite guerre est une aubaine pour nous, on va récupérer des ouailles. Et Maurice Lénard est très actif en 1917 pour essayer de convaincre les gens. Ça, on peut lui rendre hommage de ne pas se lancer là-dedans parce que c'était suicidaire, ça, il avait tout à fait raison. Et même, il obtient que dans certaines réserves deviennent des zones où les soldats n'entreront pas. Il négocie avec les autorités françaises en disant si tous les Kanaks qui sont rentrés dans cette petite tribu de Bopop qui est dans la chaîne centrale, tous ceux qui rentrent là, ils déposent les armes, mais on ne viendra pas les embêter. Par contre, on les embête pas, ils vont pas être mis en prison. Par contre, on leur dit bon maintenant, soit tu acceptes la médaille que le père Berne ou autre père te donne, soit tu rejoins le pasteur Lénard. Et donc il y a une effervescence très grande qui est liée aussi au fait que dans cette région, la christianisation, qui a commencé péniblement, très difficilement en 1840, relayée par l'activité de Maurice Lénard en 1902-1903. Alors Maurice Lénard d'une façon dans une plus grande proximité avec les gens, c'est indéniable, et puis surtout avec cette idée géniale qui tient peut-être au goût du texte dans l'univers protestant, c'est-à-dire apprendre aux gens à écrire dans leur langue. Ça, c'est une idée absolument géniale qui a permis aux gens, on va essayer de le montrer, de perdurer dans leur réflexion à travers ce nouveau média qu'est l'écriture. Alors c'était évidemment pour traduire les évangiles, mais c'était en même temps, il leur disait « écrivez-moi en langue de Wailou », et quand c'était dans une autre langue, il se faisait traduire les documents qui lui étaient donnés. On va en reparler tout à l'heure pour les poésies où Lénard a fait un travail absolument inouï de traduction, de transcription, à une époque où vraiment sur le plan de l'ethnologie, ça vaut zéro. Personne ne faisait ça. On parlait de l'âme des primitifs, on parlait d'évolutionnisme, comment les faire accéder à la civilisation. Aller écrire avec eux, faire des transcriptions, des traductions et faire un dictionnaire, qui est d'ailleurs toujours une référence, le dictionnaire de Lénard sur la langue de Wailou, c'était tout à fait original. Alors, il se trouve, pour rejoindre notre recherche, que lorsque j'ai commencé à collecter comme ça, alors je ne savais pas tout ça. Je savais bien qu'il y avait eu une colonisation, il y avait eu quelques ouvrages, mais pas tellement. Et j'avais un point de vue d'apprentissage de cette langue, le païtien. Il fallait que je recueille des histoires, des textes pour avoir du document et puis essayer de recaler ça dans l'organisation sociale, des choses que j'avais appris à faire, la parenté, la toponymie, l'organisation politique. Et c'est là que je vois qu'il y a des chefs de clan qui ne sont pas les chefs administratifs. Tout ça les gens ont une très grande érudition, des toponymes, des patronymes, des symboles, des images. Bon, donc j'étais content, j'avais tout mon petit fourbi pour anthropologue, si vous voulez. Et en même temps, ce dont je ne me rends pas compte, mais je m'en rends compte petit à petit, c'est qu'à chaque fois qu'il me racontait une histoire, et surtout une poésie, où, très souvent, pas à chaque fois, mais très souvent, il était question de la guerre de 1917. Quand je faisais les généalogies, je disais, celui-là, il est mort en 17, celui-là, il était exilé aux Hébrides en 17, celui-là, il est mort à la guerre de 14, de Chef Aman, il est mort à Montpellier de maladie avant de monter au front, celui-là, il est mort à Marseille, etc. Bon, et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait une mémoire de ce conflit qui, en fait, est la mémoire la plus... Enfin, ce conflit de 1917, c'est un ensemble d'événements, un épisode historique qui a formaté, qui a constitué la société kanak que je trouve en 1973. Un petit peu comme, je ne sais pas, les 4 années d'occupation allemande ont façonné la société française. On ne sait plus si c'est jusqu'à maintenant, là on ne sait plus. Hein. Mais en tous les cas,
ma génération, on est issu, sans avoir été contemporain de la guerre, mais on est issu de cette mémoire, si vous voulez. C'est tout ce qui a été fait, fondé, le Conseil national de la résistance, on n'en a jamais autant entendu parler que maintenant, etc. Mais enfin, il y a bien eu quelque chose. Bon. Et là, pour les Kanaks, c'est les dernières spoliations foncières, les chefs tués ou éradiqués, pourchassés, le renforcement du pouvoir des chefs administratifs et l'emprise toujours plus forte des églises, pour les Kanaks, c'est la mémoire vivante de leurs parents, de leurs grands-parents. Et donc, j'ai même trouvé des contemporains, des gens qui avaient connu cette guerre, qui avait 80 ans, il nous a raconté une histoire. C'était curieux parce que j'allais le voir en disant, je ne parlais pas de 17. Je disais, vous pouvez me raconter l'histoire de votre clan. Il me dit, non, moi ce que je veux, c'est raconter l'histoire de 17. Et il raconte cette histoire. Et puis d'autres nous livrent des pans entiers de cette histoire dans des poésies, en vers de 8 pieds, qu'on appelle ténons en Nouvelle-Calédonie. Et ces poésies, assez difficiles, enfin, vous vous rendez compte, vous arrivez, vous êtes ethnologue, vous ne parlez pas très très bien la langue, vous avez des gens qui vous récitent 500 vers, 600 vers, 300 vers. Alors après, on leur demande de répéter lentement, puis là, alors à l'époque, il n'y avait même pas d'électricité, là, sous la lampe à pétrole, dans la case, on écrivait ces vers, en se disant, bon, voilà, c'est ce qu'ils racontent, et petit à petit, on commençait à s'y intéresser de plus en plus, autant que les gens en livraient beaucoup. Alors, ce stock de narration, de mémoire, il était comme ça un petit peu à l'état latent, faute de formation d'historien, faute justement d'interdisciplinarité. Il a fallu attendre que des historiens arrivent, soit sur la guerre de 1878, soit après sur la guerre de 1917, ou qu'il y ait une véritable historisation, si vous voulez, de la situation, de la compréhension des Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Il y a toujours des ethnologues qui n'historisent rien, hein, s'ils vous parlent de la Calédonie comme si c'était avant le capitaine Cook. Bon, ça c'est leur responsabilité. Mais beaucoup de gens, finalement, s'intéressent à ces transformations. Et donc, au tournant des années 2000, en 2001, il y a ce projet d'usine de nickel. Donc là, on est usine de retraitement du nickel par la réouverture du massif du Koniambo. Et donc, c'est juste dans la zone de 1917. Et donc, j'arrive là, 2001, et je vois les gens qui me disent « Ah, mais on t'a déjà raconté ça, il faut que tu sortes les textes de 17 parce que les indépendantistes qui dirigent la province nord, étaient associés à une multinationale canadienne, la Falcon Bridge, et les indépendantistes voulaient que les Canadiens, le consortium qui allait construire l'usine, respectent les droits des Kanaks. Alors les Canadiens, peut-être qu'ils avaient l'habitude avec les Inuits, enfin j'en sais rien, toujours est-il qu'ils n'avaient pas le choix. Hein. Il fallait absolument qu'ils fassent des échanges coutumiers, qui respectent les clans, qui respectent les ayants droit. Et donc, la province Nord dit, nous voudrions savoir qui sont les clans concernés, c'est-à-dire quels étaient les clans qui possédaient les terrains sur lesquels on va faire l'usine, les terrains qui sont sur le flanc du massif minier du Koniambo. Et là, effervescence générale quand je fais ce terrain, cette enquête-là, en 2001. Enfin, je ne pensais pas enquêter là-dessus, mais tout le monde me parle de 17. Alors là, je comprends que c'était le dernier moment des déplacements. C'est-à-dire, avant 17, on était sur le massif minier, mais on en a été chassé avant. Et donc, là, je prends conscience qu'il faut que je replonge dans ma documentation pour en faire, en quelque sorte, une nouvelle entrée dans le monde kanak, mais une entrée dynamique. Alors, comme j'avais enseigné ça dans le DEA de sciences sociales, ENS, HESF, l'idée de Genèse, je suis rentré à Genèse en 91-92, l'idée c'est de construire les moments clés qui orientent une société pendant 50 ans, 100 ans, puis il y a des moments qui s'emboîtent, on est encore géré quand même par la Révolution française, si vous voulez. Vous voyez, il y a des habitudes qui se construisent, des discours qui se font. Or, je les avais, ces discours, mais il fallait les regarder
en historien ou en ethno-historien et pas les regarder comme ah bah là il parle d'un totem, là il parle de telle plante, là il parle d'un lézard qui est son grand-père, ils ont bien une conscience mythique. Non, il fallait regarder ces textes pour ce qu'ils étaient véritablement, c'est-à-dire la mémoire transmise par des individus précis, parce qu'à chaque fois les gens disaient c'est un tel qui raconte, c'est un tel qui a composé cette poésie, pour construire un socle mémoriel qui les habitait en quelque sorte, qui était avec des héros, des leaders, des gens morts en prison, des gens assassinés, des gens exilés, etc. Et donc je reprends cette documentation avec mon ami Kathioué Goromwendo, qui lui en plus était issu d'une chefferie qui s'était pas lancé dans la guerre, qui était plutôt du côté de la répression. Alors, il avait une envie de réhabilitation un petit peu, hein, de reconsidérer les choses. Bon, il savait très bien ce qui s'était passé dans sa petite tribu. Pour le reste, ou alors il n'osait pas me le dire. Toujours est-il, mais connaissant très bien le Païti, ça me permettait de faire des meilleures traductions. Et puis c'est très important d'avoir à côté de soi un kanak pour la parenté, hein, parce que sans la parenté, c'est pas possible. Mais j'ai c'est très difficile de mémoriser des centaines de noms. Je vois les gens qui arrivent, bonjour papa, bonjour grand-père, etc. Je sais plus d'où ils sont, etc. Donc j'avais mon contrôleur de parenté, Kathioué Yvon Goromwendo, qui est aussi parle très bien le français, qui est un gros lecteur d'histoire. Et depuis qu'il est venu en France, là, je l'ai emmené en Bretagne. Alors, il est imbattable sur l'histoire de la Bretagne. Il s'est énormément intéressé à cette région. Mais il faudra que je l'amène à Montpellier, ça sera pareil. Les Kanaks sont des touristes formidables. Ils s'intéressent vraiment en profondeur, justement, aux espaces, aux lieux, aux symboles, aux significations. Et voilà. Et donc, l'idée de ce livre nous est venue. Et là, il fallait rassembler des textes. Alors, comment faire ? L'idée du livre, c'est pour ça que ça le rend... C'est une entrée un peu originale, si vous voulez. C'est, d'une part, de faire baisser l'anthropologue d'un ton. Voilà. C'est-à-dire, c'est un grand anthropologue américain, James Clifford, qui avait le premier mis les pieds dans le plat en faisant un article célèbre qui s'appelle « Sur l'autorité ethnographique ». L'anthropologue, il sait tout. Il parle des gens, il comprend ce qu'ils font, ce qu'ils sont, même si les gens ne sont pas d'accord, ils sont embobinés, si vous voulez, enveloppés dans une culture dont l'ethnologue est le producteur, le narrateur, si vous voulez. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de livres d'ethnologie où il n'y a pas une seule parole indigène. Quelquefois même, ils ne parlent pas la langue du coin, le pidgin ou la langue d'à côté qui permet d'avoir accès à un certain nombre de personnages qui, dans la société étudiée, servent de médiateurs. Mais et puis cette époque est un peu révolue. Les ethnologisés, hein, les recherchés, comme ils s'appellent, vous faites de la recherche et nous on est les recherchés. Et bien, les recherchés ont voulu se rechercher eux-mêmes, si vous voulez, et voudraient faire entendre leur propre version, et notamment d'une histoire dont il avait été rendu compte très peu par Sylvette Bougain-Boyer dans sa thèse, mais en insérant ça dans l'histoire de la guerre de 14. C'est un chapitre sur la Nouvelle-Calédonie, sur 17, et le livre, la thèse, c'est sur la guerre de 14 en Nouvelle-Calédonie, mais c'est un truc un petit peu de géopolitique générale. Et puis, il y avait eu quelques articles d'anthropologues ou d'historiens minimisant la chose. C'était rien du tout. Et surtout, avec une idée très forte de la colonie, on peut dire, hein, d'une manière générale, c'est-à-dire que les Kanaks qui s'étaient révoltés auraient été les derniers sauvages. Ça, on adore les sauvages, et les derniers sauvages, c'est encore mieux, c'est-à-dire les derniers anthropophages, et c'est repris de façon... comment dire ? Il n'y a pas de perversité. Ils sont tellement persuadés que c'est vrai. Donc, par exemple, ils disent c'est la queue de la comète, c'est une résurgence païenne, alors que tout le monde est déjà bien christianisé, bien tranquille, travaille gentiment pour son chef administratif. Et bien, il y a quelques illuminés. Alors, ils ne pouvaient pas dire que c'était soulevé par les ethnologues, c'est ce qu'ils diront après, dans les années 1984-85, mais qui n'ont rien compris. Et donc, on va les décrire comme des sauvages un peu attardés. Et du coup,
la guerre de 1917, qui a fait peu de morts du côté des Européens, une vingtaine, c'est toujours trop, hein, bien entendu, va être minimisée. On va dire que c'était rien du tout, c'était une petite escarmouche païenne comme ça, puis après, on a tout est rentré dans l'ordre. Or, évidemment, le point de vue des acteurs et de leurs descendants n'est pas du tout le même. C'est pour ça que dans l'introduction, et maintenant il y a des travaux comme ceux de Romain Bertrand, par exemple, ou des travaux qui sont faits aussi aux États-Unis, Carl Jacobi sur les Apaches, les Comanches, etc., qui essayent de développer ce qu'on appellerait une histoire équitable, c'est-à-dire une histoire où les points de vue puissent, sinon se mettre d'accord, c'est peut-être difficile dans un système colonial, c'est très difficile de se mettre d'accord sur l'histoire, mais au moins qu'on reconnaît à l'autre sa capacité à dire sa propre histoire, l'histoire de son peuple, l'histoire de ses ancêtres tués ou chassés ou disparus, etc. Donc, c'est dans ce souci d'une histoire équitable, nous nous sommes dit, ce qu'il faut faire, c'est prendre dans ce vaste corpus de récits oraux, on va parler des écrits après, etc., qui existent sur 1917, faire un échantillon et mettre en avant les narrateurs. Alors évidemment, là, il fait déjà 720 pages, on pouvait pas faire une encyclopédie, mais enfin, mettre en avant les narrateurs, on a choisi une vingtaine, et montrer comment ces narrateurs, à travers ce qui nous avait semblé le plus intéressant, racontent différents épisodes de la guerre de 17, et tout ça sous contrôle ou en dialogue avec un historien professionnel qui est Adrian Muckel, qui est un micro-historien. C'est-à-dire qu'il travaille sur vraiment les détails, tel chef qui est allé à tel endroit, tel événement. Il ne fait pas de l'histoire globale, il fait vraiment une histoire locale très très précise. Et puis, en ce qui me concerne, ou ce qui concerne aussi Kathiou et Gromwendo, évidemment, on pouvait rattacher les personnages qui ont joué un rôle pendant la guerre de 17, on pouvait les rattacher à leurs descendants via les structures de parenté, et donc savoir qui étaient les oncles maternels de qui étaient les parents paternels, où est-ce qu'ils s'étaient installés, cartographier tout ça. Donc là, on avait un stock, si vous voulez, qui pouvait être mis en avant à travers la parole même, une parole kanak. Voilà. Et c'est l'originalité, du moins ce qu'on voulait faire dans ce livre, c'était restaurer cette parole kanak, la remettre dans sa dignité. Alors, allons-y jusqu'au bout, à ce moment-là. Puisque cette parole kanak ou ces écrits kanak sont prononcés ou écrits en langue païki ou en langue de Yengen ou en indien, etc., eh bien, nous devons de restituer aussi la langue. Alors ça, c'est une autre affaire. Il se trouve que le païki est une des 4 langues que vous pouvez prendre comme option au bac en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une langue qui est enseignée au collège et après un peu à l'université, mais pas au lycée. C'est un mystère. Enfin, et ça, c'est la loi Jospin de 2002, enfin, qui a permis à ces langues vernaculaires, à ces 4-là, il y a ces 4, dont le païki, d'être enseigné. Donc je me suis dit, on va mettre le païki, et puis on va changer de méthode. Vous avez peut-être remarqué que souvent, quand il y a des paroles indigènes ou des choses en langue vernaculaire, c'est en italique en tout petit. C'est pas au même niveau. C'est sous-entendu, lisez le français, puis passez à autre chose. Ou alors on met un cocotier dessus pour qu'on soit sûr qu'on ne voit pas, c'est en surimpression. Etc. Donc là, on a voulu faire un travail un peu militant, si vous voulez, mais un peu aussi pédagogique, de livrer ces textes avec le païki d'un côté et le français de l'autre, pour que ça puisse servir dans les écoles. Mais vous verrez que ça a eu aussi d'autres effets, notamment chez les hellénistes, qui se sont plongés là-dedans, puisqu'il y a des épopées très longues qui rappellent Homère, etc. Et donc, ça fait 2 fois déjà que je suis invité par des hellénistes, qui est tout à fait, je ne m'y attendais pas du tout. Hein. Et j'y suis allé une fois avec Yvon Gromwendo, et c'était un moment tout à fait saisissant, que je n'ai pas le temps de vous raconter là, mais de confrontation entre quelqu'un qui est proche de sa tradition, puis les autres qui travaillent sur Homère à travers des traductions, enfin, qui réfléchissent sur Homère. Bon. Toujours est-il que nous avons donc publié en bilingue ces textes. Alors, dans la question de l'écriture, il faut dire... oui, je vais aller vite. Donc, les textes écrits
le pasteur Maurice Lénard, à l'issue de l'épisode guerrier de 1917, demande aux gens qui étaient autour de lui, dont certains avaient participé à cette guerre, s'étaient rendus, s'étaient réfugiés chez Lénard ou dans les tribus que Lénard avait récemment évangélisées, enfin qui se rallient finalement aux églises. Il leur demande, écrivez-moi ce qui s'est passé, comme ça, quand il va y avoir le procès, je pourrai témoigner. Et les gens ont écrit des épopées en vers de 8 pieds. Ça fait à peu près 200 pages, en toute petite écriture, dans leur langue. Et ces documents, qui m'avaient été remis par le fils de Maurice Lénard, Raymond Lénard, nous, quand on les a vus, c'était très difficile, si vous voulez, mais petit à petit, avec le temps, on a fini par s'améliorer et par arriver à en extraire, à les traduire, si vous voulez. D'autant que Lénard, c'est l'allusion que je faisais tout à l'heure, a fait un travail absolument extraordinaire, puisqu'il ne connaissait pas la langue Païti, donc il faisait traduire en langue de Wailou que lui connaissait, l'Indien, et puis en même temps, il faisait la traduction en français, et il ajoutait des notes. Et alors, voilà, c'est des notes, un tel est parti à tel endroit, celui-là s'appelle comme ça, etc. C'est très émouvant comme document, si vous voulez. Ils sont déposés à Aix et puis à Nouméa maintenant. Et nous n'en avons exploité que 2 dans ce recueil-là. Mais il y a encore un travail énorme à faire pour les publier. Ça raconte l'ensemble de la guerre de 17. Donc voilà, donc ce livre, alors, il est... C'est l'expression kanak d'une expérience guerrière qui sont petit à petit mémorisées. Alors, ils l'ont mémorisé tout de suite après les événements, dans ces poésies écrites, mais aussi dans des poésies orales. Et nous, au début, on recueille des poésies orales, dont on s'apercevra après que quelquefois, il y avait une version écrite qui était antérieure. Et pour insister là-dessus, à partir du moment où les chefs de clan sont vaincus, où c'est un échec épouvantable, où l'opprobre qui était déjà fort jeté sur les Kanaks est total, ils sont enfermés là dans leur réserve, vont émerger des personnages nouveaux. Il fait plus bon être chef, il fait plus bon être guerrier. Bon, on peut être chef administratif, et encore, on est pris entre 2 feux, si vous voulez. On est obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire à ses cousins, à ses parents, etc. Donc, va éclore une classe ou un ensemble de lettrés kanaks. Je n'ai pas trouvé d'autres mots. Quelquefois, j'ai appelé intellectuels organiques à la Gramsci. Je ne savais pas trop comment les appeler, c'est-à-dire des gens qui sont agriculteurs, pêcheurs, voilà, ou vieux, là, près de leur case, à sculpter des morceaux de bois, qui ont appris à écrire, à lire, ou qui ont des talents de créateurs oraux, et qui vont engranger cette mémoire de la guerre de 17, on peut dire là, à l'ombre des missions. Et quantité des élèves qui sont devenus des pasteurs de Maurice Lénard vont jouer un grand rôle là-dedans. Je pense pas, par exemple à Elisha Mbaye, Philippe Gorondé, Waya Gorondé, qui est le père de Dewey Gorondé, etc. Et ces gens vont, du fin fond de leur petite tribu, travailler à entretenir cette mémoire. En s'entraînant à se réciter les poésies, en se racontant toujours les détails de l'histoire, évidemment. Et donc, ils constituent même des cahiers, ils écrivent dans des cahiers. Et quand le temps passe, et quand les chercheurs d'après la Seconde Guerre mondiale arrivent, notamment Jean Guillard, qui est un ethnologue qui est élève de Lénard, qui arrive en 1946 en Nouvelle-Calédonie, les gens lui sortent les cahiers, en disant, ben voilà, vous intéressez à nous, mais nous, on est là-dedans. C'est ça qu'on a fait. Alors, Guillard n'avait pas les reins linguistiques assez solides mais il respectait l'écrit, il les a stockés, il les a déposés aux archives, etc. Et nous, lorsque Jean-Claude Rivière arrive, et que j'arrive un peu après, 7 ans plus tard, lui arrive en 66 et moi en 73, eh bien, les gens vont vers nous en disant, bah, regardez, on a ces cahiers, on vous attendait, on a tout ça... Et nous, on ne comprend pas. Le linguiste, lui, dit, chouette, ça me fait des mots, hein, ça me fait de la... Et il dit, non, laissez le cahier, on va faire de l'oral, parce que c'est une langue à ton, il faut que j'entende les tons, etc. Puis l'ethnologue, il est aussi, on était pétri d'oralité. On pensait que les sociétés qu'on étudiait étaient des sociétés orales. Et c'est
Seulement petit à petit qu'on s'aperçoit que c'était un véritable travail d'écriture, parce qu'il nous donne bien sûr des poésies, mais il nous donne aussi des mythes fondateurs, parce que comme leur société était broyée complètement par la chute démographique, par tout ce que je vous ai raconté, la mort des chefs, les restrictions de l'espace disponible au sein des réserves, dès 1880, ils commencent à écrire, en fait. Et on a des textes très anciens, 1880, 1907, par exemple, il y a un énorme texte, un cahier, quoi, où les gens, dans une petite tribu, alors là, c'est une tribu catholique, donc oui, il n'y a pas que les protestants qu'on faisait, une tribu catholique qui... je me souviens, je faisais des enquêtes, et puis... Je continuais à faire des enquêtes. Je faisais des généalogies. Puis, en faisant les généalogies, il y avait des contradictions. Je ne comprenais pas pourquoi un monsieur pouvait avoir deux identités. Alors, dans la petite tribu, je reviens un matin, je leur dis, écoutez, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ils me disent, non, mais ce blanc, vraiment, n'est pas croyable. Elle me dit, bon, bah, écoute, il faut qu'on aille voir le cahier. Alors, quel cahier? Elle me dit, il y a une vieille, là-bas, dans la montagne, elle a un cahier. Et tout, tu verras dans le cahier, voilà, tu vas prendre le cahier, comme ça tu comprendras tout. C'était des changements de nom, de clans, de lignage, etc. Et je suis arrivé chez cette vieille dame, et elle m'a sorti d'un coffre un cahier un peu humide, enfin, et écrit en langue tiamouki, la langue d'à côté du Païti. Là, j'ai tout de suite appelé Jean-Claude Rivière, on a photocopié ça, on a travaillé. Mais vous voulez, le cahier, il refonde complètement la petite tribu, les positions des clans, les hiérarchies, etc. Donc, cet entretien d'une mémoire, elle est livrée en quelque sorte aux chercheurs avec une certaine fierté, mais dans un moment, comme je vous décrivais au début, où l'alcoolisme, les maladies, enfin les conditions, d'ailleurs les conditions de terrain n'étaient pas terribles, si vous voulez, c'était pénible de vivre dans cette atmosphère socialement dégradée, difficile, pauvre, mais où la revendication commençait à pousser. Et les enfants de ces lettrés kanaks des années 20 à 50, eh bien, ça va être Jean-Marie Tshibahou, enfin, il est né en 1936, ça va être toute la génération des indépendantistes, Dewi Goronde, qui descend d'une grande tradition de lettrés. Tshibahou, dont la tante a été tuée en 1917. Et j'ai repéré dans tout ce que dit Tshibahou, il y a toujours 1917. Lui, c'est pas 1878, c'est 1917. Donc, si vous voulez, on s'aperçoit que la mémoire de la catastrophe, on pourrait dire, de la souffrance kanak a été engrangée par ces lettrés kanaks. Et Audrey Court me l'avait dit, ce grand linguiste, me dit, quand vous allez en Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas pourquoi, il n'y a que des érudits là-bas, ils ont tous plein de choses à raconter. Et effectivement, je pense que puisque les armes n'étaient plus possibles, puisque la reconnaissance était nulle, l'époque, ils sauvaient un peu leur dignité à travers ces savoirs, et ils étaient bien contents de trouver quelques illuminés d'ethnologues ou linguistes qui voulaient bien rester des mois et des mois avec eux pour essayer de récupérer tout ça, de le transcrire, etc. Aujourd'hui, on est dans une période complètement différente, ces choses sont valorisées, patrimonialisées, mais la langue a changé, et puis surtout, je pense qu'il y a eu une nouvelle césure historique dans l'histoire des Kanaks. Et bien, ça a été les événements de 84 à 90, et maintenant, plus une seule poésie n'est racontée, on est dans un autre registre. On est dans le registre, disons, du discours anticolonialiste plus classique. Parce que les guerriers de 1917 n'étaient pas pour l'indépendance. Ce qu'ils voulaient, c'est un espace plus grand, ils voulaient cultiver du café, planter du café, et ils voulaient avoir le droit de faire de l'élevage. Ça leur avait toujours été refusé, et on le voit dans un des chapitres où il y a un des petits chefs qui se révolte et qui va mourir finalement à Nouméa, et qui demande instamment à Lénard et à d'autres d'ailleurs, il demande à ce qu'on élargisse un petit peu, qu'on desserre l'étau colonial, parce qu'il voudrait faire de l'élevage, être comme les autres, si vous voulez, et qu'il ne va pas y arriver. Et à la fin, dans le dernier interrogatoire qu'il a fait, qu'il a subi, si vous voulez, à la prison civile de Nouméa, le gendarme lui dit, ou le militaire lui dit, mais pourquoi est-ce que tu t'es révolté? Et là, il répond d'une façon extrêmement curieuse, parce que la terre est trop dure et le ciel est trop haut. Et cette phrase à la fois énigmatique et magnifique. Et puis, dans
dans ce qui nous a été rapporté des entretiens qu'il a eus avec les différents émissaires qui lui ont été envoyés. Il y a un des émissaires qui était un géomètre et qui notait tout ce que disait cet Apengu, il s'appelait Apengu, ce chef. Et je vais vous citer, enfin si je le retrouve, mais sinon c'est cité de mémoire, les dernières paroles d'Apengu. Voilà, Jules Belay, l'émissaire du gouverneur que Apengu rencontra dans les environs de Bindimier, voilà ce que dit Apengu, parce que l'émissaire lui dit « il faut te rendre, il faut te rendre ». Le gouverneur Repiquet veut absolument que tu te rendes. Et il dit « je ne puis pas me rendre encore. Je voudrais que vous m'envoyiez un carnet pour y consigner toute ma défense. Et lorsque j'aurai terminé, je reviendrai, ça je vous l'assure, ayez confiance en moi ». C'est quand même une parole, c'est pas une parole de sauvage, si vous voulez. Et d'ailleurs, plusieurs fois, il ironise, vous nous prenez tout le temps pour des sauvages, mais bon, voilà. Et donc, ouais, quand il arrive devant Belay, il dit bonjour tout le monde, il descend de son cheval, et il enlève son chapeau. Bonjour monsieur Belay, vous voyez devant vous le terrible sauvage, Apengu, dont on parle tant. Vous constatez qu'il n'est pas si terrible que ça, puisqu'il se rend à vos ordres. Donc il y a une part d'humour et de compréhension de cette croyance en la sauvagerie, qui rejoint d'ailleurs ce que disait Rousseau, le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie, si vous voulez. Bon. Donc voilà, alors, la dernière dimension du livre sur laquelle je peux insister, c'est dans ces poésies, ces vers de 8 pieds, il y a plus de 1500 vers là, qui ont été traduits, donc ils avaient été traduits en mot à mot au début par Jean-Claude Rivière, ensuite on avait fait une traduction à peu près sans rythme, mais essayer de comprendre de quoi il s'agissait. Et il y a un souffle dans les énoncés, dans la façon de dire ces poésies, souvent à grande vitesse, etc., que j'ai voulu restituer en me consacrant à la traduction en vers de 8 pieds en français de ces poésies qui étaient dites en vers de 8 pieds, pour essayer de rendre le rythme, la puissance, la force, l'émotion poétique qui est très grande, et, enfin à mon avis, et le livre est plutôt bien reçu dans le milieu journalistique, et notamment c'est par les poésies que ça passe. C'est-à-dire que, parce que la littérature, d'abord en France, les gens ils sont assez sensibles, et puis la beauté de l'expression, donc si vous voulez, il y a une capacité à la fois à dire l'histoire et en même temps à la métaphoriser, à l'élever, à la monter, donc c'est une première, puisque qui pouvait imaginer qu'il existait des lettrés intellectuels canins composant des poésies qui intéressent les hellénistes, et un journaliste qui m'a dit mais c'est comme Apollinaire, parce qu'il y a ce côté aussi, les gens qui ont vécu la guerre de 14 et qui ensuite avaient le souvenir de ces combats, et ça se mélange dans leur mémoire avec le combat de 1917. Il y a une dimension esthétique forte que j'ai voulu restituer. Donc voilà, pour avoir du temps pour la discussion, je m'arrête. Vous imaginez bien que je pourrais encore continuer. J'avais prévu de vous lire des extraits, mais si vous me le demandez, je pourrais en faire un. Mais sinon, on peut... je peux en lire un. Je peux lire la fin d'une poésie purement orale, dite par Louis-Michel Méléatin, qui lui avait été... il a fait la guerre, il avait 14 ans en 1917, et il a été arrêté et exilé dans un îlot pour adolescents. Il y avait déjà un camp de redressement dans l'îlot Fraissinet, qui est à côté dans la baie de Nouméa. Et ensuite, il est revenu. Finalement, on l'a laissé repartir. Et son père avait été tué en 17 par les hommes du gouverneur Repiquet, et avec un frère de son père, qui lui a survécu, ils vont composer cette poésie de 580 vers. Et la fin se termine ainsi, mais ça vous donne une idée peut-être, au moins dans ce passage-là. Il y a des passages plus guerriers, il y a même des passages drôles, puis il y a des passages mais qui nécessiteraient, des passages sur le drame qui était pour ces gens de 17, de savoir si, en acceptant le Dieu chrétien, il devait renoncer à la force des ancêtres. Et ça, c'est un drame qui est lancinant dans ces poésies dont je n'avais pas eu du tout conscience avant.
et ils considèrent que ils ont perdu parce que les ancêtres les ont lâchés, mais la question des ancêtres est une question fondamentale, y compris dans le monde kanak d'aujourd'hui, comme socle identitaire, si vous voulez, hein, comme soutien de l'invisible aux actions des hommes. Alors, le ténon, parce que ça s'appelle des ténons en païti, la poésie se termine comme ça, et je vais en terminer là, au bout d'une natte inachevée. Mais pourquoi suis-je aussi triste? La mélancolie m'assombrit, mon cœur est frappé et soufflé, quand je pleure sur mes pères, m'afflige pour mes cadets et pleure pour mes grands-pères. Alors que le soleil est noir, que la lune tarde à se lever, l'étoile du matin se couche, pays et maisons moisissent, penchent sapins et cocotiers, s'enflamment caves et dépendances, brûlent demeures et lieux sacrés, s'inclinent conques et perches, alors se lève la brise de terre, le vent du nord souffle et penche, monte la brise rafraîchissante. Ça, c'est la paix qui arrive malgré tout ça. Mais il enchaîne, monte la brise rafraîchissante, mais tout ailleurs est arraché. Quand se rassemblent les nuages, quand se dépose le brouillard, se fend la surface de la terre, se casse en deux la chaîne centrale, se brisent les crêtes des montagnes, que tout s'écroule sur le sol et tombe jusqu'à l'inondation, brûlé, disparu tout à fait. Voilà. C'est la fin de cette poésie. Vous voyez, il y a un travail sur la langue, il y a un rythme, il y a une émotion, il y a une méditation qui traverse toutes ces réflexions kanak sur leur échec. C'est-à-dire, c'est à partir de 1917, ils comprennent qu'ils ne pourront pas s'en sortir par les armes. Que 1878, ça a été un échec, 1917, ça a été un échec, il faut changer de dispositif si on veut s'en sortir et résister plutôt par l'esprit. Alors aujourd'hui, évidemment, le livre est repris par des indépendantistes qui sont en train de négocier la sortie de l'accord de Nouméa et ils vantent cette résistance par l'esprit en disant, vous voyez, il faut que nous continuions à résister par l'esprit, mais avec vous, les Européens, il faut que vous nous acceptiez et que nous, on vous accepte pour essayer de construire ce destin commun. Et pour tout dire, le maire de Koné, Joseph Apengu Goromindo, dont le grand-père a été emprisonné en 1917 parce qu'il était protecteur d'un chef et il s'est fait faire prisonnier pour protéger son chef, et qui est donc son petit-fils est maire de Koné, eh bien quand le livre est sorti, la mairie, il est maire, il s'est fait payer un billet par sa mairie pour venir à Toulouse présenter le livre avec moi, si vous voulez. Et donc, il y met énormément de cœur et d'énergie, parce qu'il a l'impression que d'abord, ça remonte, les gens peuvent se rendre compte de la capacité réflexive des Kanaks, et puis des propositions qu'ils peuvent faire. Et d'ailleurs, vous pouvez... c'est sur le site de la maison d'édition, Anacarsis, vous avez ses interventions, l'intervention qu'il avait faite à Toulouse, et puis l'intervention qu'il a faite 2 jours après, le 30 juin, sur Mediapart. Il a fait un entretien tout à fait extraordinaire sur sa philosophie, sa cosmogonie et comment les Kanaks construisent le consensus. Bon, vous voyez, on a des leçons à prendre. Voilà. Donc, je m'arrête là pour qu'on puisse discuter des questions soulevées par ce livre ou ce qui vous intéresse, si je peux y répondre, sur la Nouvelle-Calédonie. Merci. Avant l'arrivée des Mélanésiens sur le Caillou, il y a 3500 ans, n'y avait-il pas déjà un peuplement des gens venus du Pacifique? Non, il n'y avait personne. Non, c'est les premiers. Parce que c'est ce que j'ai entendu souvent à Nouméa. Oui, à Nouméa, mais ils ont des informations un peu spéciales. Mais non, je vous assure que les archéologues, y compris un archéologue calédonien comme Christophe Sand, mais aussi Bernard Galipeau et tous les archéologues, depuis les découvertes qui ont été faites là, autour des années 70, la Frémigachi, etc., et des archéologues américains, l'implantation la plus ancienne humaine la plus ancienne en Nouvelle-Calédonie, c'est dans une grotte sur le bord de mer, au sud de Nouméa, au sud de l'île, si vous voulez. Et évidemment,
vous imaginez que, comme partout, hein, il n'y a pas plus politique que l'archéologie. Hein, mais non, il y a vraiment... Et puis en plus, les Kanaks parlent une langue mélanésienne, il n'y a pas d'autres traces linguistiques, c'est-à-dire que c'est la même famille de langues dans toute l'Austronésie qui va de Madagascar à l'île de Pâques. C'est la plus grande migration humaine, disons, pré-industrielle. Et c'est la même famille de langues. Il n'y a pas de problème. Merci. Bonsoir. J'aimerais que vous nous donniez un peu les sonorités de cette langue dont vous nous parlez depuis 1h30 et dont j'ai personnellement jamais entendu aucun son, si c'était possible. Il faudrait qu'on... Alors, on a joint... Ce que vous voulez, de toute façon, tout est... voilà, on part de zéro. Il est dommage que mon ami Yvon Gormwendot ne soit pas là, parce qu'il nous aurait lu en païti. Moi, j'ai un petit peu de gêne à lire dans cette langue que je comprends, mais je ne peux pas la prononcer aussi bien. Alors, peut-être qu'on pourrait, mais c'est assez difficile dans ce CD, trouver un passage où on puisse l'écouter. On va peut-être regarder tout à l'heure, mais sinon... j'arriverai pas à rendre la beauté de la langue, d'autant qu'il y a les tons, etc. Donc je pense qu'il faut écouter le CD, quoi. Bon, ce sont des langues qui ne font pas d'opposition entre le verbe et le nom. Nourriture et manger, c'est pareil, et les temps, on ne conjugue pas les verbes, les temps sont marqués par des particules, une trentaine de particules. O, par exemple, O avec un ton bas, c'est le futur, un dièse, c'est quelque chose qui est déjà passé, te, c'est quelque chose qui est en train de se passer, etc. Donc vous avez des particules d'aspect qui rendent pour la parler, c'est redoutable, parce que il faut que vous arriviez à mémoriser la portée de ces particules. Mandietun, Mandietepoution. Alors, non, mais je ne peux pas vous... comme ça. Mais il y a seulement... Mais bon, voilà. Il faudrait que je prévoie une conférence avec le CD. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que les poésies sont aussi souvent chantées dans des chants à deux voix, des chœurs polyphoniques à deux voix, qui accompagnent les danses pour les levées de deuil et les mariages. Merci. Merci pour la conférence. Et je me demandais juste les populations kanak par rapport aux populations calédoniennes. Je me demandais j'aimerais bien avoir une idée de cette population. Oui, vous dire quantitativement. Ouais, voilà, surtout par rapport aussi aux autres. Bon, actuellement, il y a en Nouvelle-Calédonie à peu près 250 000 habitants. Et les Kanaks représentent 45% de la population. Et les autres composantes, vous voyez, alors j'ai corrigé le livre pour tout vous dire, j'avais mis communauté. Bon, je commençais, voilà, vous voyez. Donc j'ai remplacé communauté par composante, parce que communauté, ça enferme, si vous voulez. Composante, c'est-à-dire, c'est des gens qui se pensent différents les uns des autres, mais ils sont quand même ensemble sur le territoire. Alors, vous avez des gens qui viennent des îles Wallis et Futuna, qui forment un ensemble de à peu près 15% des Calédoniens. Vous avez des gens d'origine indonésienne, vietnamienne, des petits pourcentages. Puis vous avez un bloc de 35% d'Européens, que ce soit des descendants de la période du bagne, des gens venus en tant que colons libres au XIXe siècle, et puis depuis les années 1968, 10, 12, c'est-à-dire la période qu'on a appelée le boom du nickel, c'est un moment où les cours du nickel ont flambé. Donc du coup, tout le monde s'est précipité, enfin beaucoup de gens sont précipités en Nouvelle-Calédonie. En plus, il y avait les rapatriés d'Algérie, etc. Donc ces gens sont allés à Nouméa et se sont installés, mais depuis ils ont eu des enfants, des petits-enfants, etc. Ils constituent un bloc important. Je crois que M. Gomez est originaire de cette migration-là, si vous voulez. Et aujourd'hui, donc les Kanaks représentent 45%. En 2024 ou 2025, au rythme démographique, ils pourraient devenir majoritaires démographiquement, mais pas électoralement parlant.
hein. Donc en tant qu'indépendantistes, quand les indépendantistes votent, ils font 32 ou 33% des voix. Et le problème s'est un petit peu amélioré du fait que finalement, à la signature de l'accord de Nouméa en mai 1998, la France a accepté, ou le gouvernement de l'époque a accepté, une réduction du corps électoral. C'est un véritable scandale du point de vue républicain, c'est-à-dire seuls peuvent voter aux élections locales les gens qui sont là, les gens qui ont voté en 1998 et leurs descendants. Mais tous les gens qui sont arrivés en Nouvelle-Calédonie depuis 1998, c'est-à-dire bientôt depuis 20 ans, ne peuvent pas voter. Tout ça parce que les Kanaks disaient, mais si à chaque fois vous ramenez de la population sur notre territoire, nous, on est toujours des petits pois dans le potage, disait Machoro, on est toujours relégués. Et donc, il a fallu casser ce principe démocratique d'un homme, une voix, et tout le monde peut voter comme il veut. Alors, ça a été compliqué. L'Europe a finalement été saisie par un Calédonien et elle a accepté que ce dispositif fonctionne jusqu'en 2018. C'est-à-dire, voilà, on ne sait pas du tout ce que... C'est-à-dire que si en 2018, il va y avoir des référendums, on ne sait pas quelle solution va être trouvée, mais en tous les cas, cette réduction du corps électoral pourrait être abolie après 2018. Et à ce moment-là, les Kanaks, enfin les indépendantistes, en tous les cas, un sentiment de recul épouvantable. Donc on est en ce moment dans une situation très très délicate de négociation. Et je crois que le Premier ministre, Manuel Valls, va en Nouvelle-Calédonie en janvier. Et ils sont... alors voilà, il va pour ça... parce que c'est tout petit la Calédonie, mais ça peut être très embêtant. Très, très embêtant, comme ça l'a été entre 84 et 90. Et on ne va pas se remettre sur le dos, on a déjà pas mal de problèmes, celui-là. Donc là, il y a une... Mais en même temps, c'est une période intéressante, parce que les Calédoniens discutent, enfin les autorités calédoniennes discutent, sachant que... il faut trouver une solution. Les indépendantistes ne sont pas majoritaires, mais on ne peut pas les renvoyer où? On ne peut pas les évincer. Et les non-indépendantistes, c'est pareil. Hein. Ils ne peuvent pas faire non plus sans les Kanaks, d'autant que les Kanaks ont réussi à développer cette industrie minière avec beaucoup de succès. Donc aujourd'hui, les gens sont de plus en plus en fait interdépendants, dépendants les uns des autres, et c'était bien ce que voulait Michel Rocard quand il a lancé l'accord de Matignon en 88. Merci. J'ai une question à double détente, si j'ose dire. La première, elle part de ce qui m'a beaucoup passionné dans votre propos, de l'écriture, de la transcription en langue locale, des traditions. Alors, cette première question, elle suppose que cette langue-là est une traduction dans des caractères latins, d'une langue qui n'était qu'orale, puisque nous n'avons pas, autant que je sache, de texte écrit en langue mélanésienne, mettons, avec des caractères particuliers. Non, donc ils n'avaient pas une transcription de ce qui était jusque-là oral. Oui. Bon. Donc ça suppose une fidélité dans la transcription à ce qui était l'oralité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc, si en effet cette récupération de la culture d'origine qui a fait les beaux jours de la déclaration préalable aux accords de Nouméa. Et pour avoir moi-même participé aux accords de Nouméa, j'en sais quelque chose, puisque, notamment avec la récupération de la citoyenneté calédonienne, qui en effet est un apparent monstre juridique, mais enfin, on en a fait d'autres dans l'histoire de France, je voulais savoir quel était l'usage. Vous avez semblé dire qu'aujourd'hui on était passé à un autre type de discours. Moi j'ai bien connu le discours indépendantiste, mais est-ce qu'il y a un usage aujourd'hui repris par les indépendantistes au nom de la culture kanak qui est réaffirmée dans les accords de Nouméa, transmis, alors je ne sais pas si c'est dans les écoles ou dans des activités plus ou moins ludiques, qui permet de reprendre ce que vous avez dit là, une histoire sur une longue durée, une histoire qui n'est pas simplement celle que les Blancs racontent sur les Kanaks, et qui pourrait avoir peut-être, au-delà de son aspect, qu'est-ce qu'on pourrait dire, littéraire, des accents politiques.
Oui, bien entendu. Si vous voulez, prenons un exemple. Sur cette guerre de 1917, le centre culturel Jean-Marie Tjibaou, qui était une institution culturelle issue des accords également, dans le beau bâtiment construit par Renzo Piano, a fait un numéro d'une revue qui s'appelle Moins V, et donc ils ont été interrogés, des gens de la région, des Kanaks d'aujourd'hui, sur 1917. Et ces gens ont inscrit 1917 dans la lutte pour l'indépendance telle qu'ils l'ont développée depuis 1984. Ils ont fait une espèce d'anachronisme, si vous voulez, hein, en voyant dans les héros par exemple, l'un dit « mais 1917 n'est pas terminé, ça continuera, c'était un soulèvement très important ». Or, c'est une lecture actuelle, tout à fait légitime et compréhensible, mais c'est une lecture actuelle, c'est la façon de se trouver des héros. Quand vous construisez un mouvement nationaliste, vous avez besoin de héros. Le premier héros qui s'est présenté dans les années 70, évidemment, c'était Ataï. Et autour d'Ataï, il y avait eu pas mal de littérature européenne qui a été reprise par les Kanaks, mais il y avait aussi un texte d'un des premiers prêtres Kanaks, le père Apollinaire Ataba, et ce texte a été édité par les indépendantistes. L'Église n'y tenait pas trop, c'était une critique de la colonisation, un peu enrobée, mais quand même assez forte. Et donc ce manuscrit a été exhumé en 85 et publié, alors que ça s'appelait quelques aspects de la psychologie des Mélanésiens. Enfin, c'était vraiment un titre extrêmement vague, un minimum. Et là, ça a été édité par les indépendantistes sous le titre d'Ataï à l'indépendance. Vous voyez, donc on retendait le. Donc c'est sûr, et ça, c'est une dimension que j'ai essayé aussi d'expliciter, ce travail qui est fait sur l'histoire et repris à mesure, de même qu'à la fin, il y a deux textes, dont un du maire de Koné, qui en quelque sorte aussi prend ses distances, dit ce sont des choses dont on ne sait pas tout exactement comment ça s'est passé, il faut que nous le sachions, mais il ne faut pas trop insister non plus, parce qu'on est dans une période nouvelle, et il faut pratiquer la politique de la main tendue. Et quand on a inauguré une stèle en l'honneur d'un des guerriers de 1917, c'était en 2009, le maire de Koné a eu une phrase absolument extraordinaire en disant vous voyez, nous avons aidé la France à résister au colonialisme allemand et pendant que certains de nos frères luttaient contre le colonialisme français. Il faudrait peut-être sortir de ces situations, ce qui était assez intéressant, parce que la guerre de 14... Bien entendu, c'est un souvenir douloureux pour tous les combattants, quelle que soit leur origine. Et pour les Kanaks, c'est une expérience aussi. Ils ont vu des canons, ils ont vu une boucherie comme jamais ils n'en avaient vu en Nouvelle-Calédonie. Et puis, ils ont été partagés parce que certains ont été décorés, certains sont à Douaumont, etc. Et souvent, il y a une sorte de fierté d'avoir combattu. Et en même temps, pourquoi avons-nous combattu puisque nous n'avons rien obtenu? Et il y a une très courte chant, si vous voulez, qui a été rédigé par des Kanaks qui avaient fait la guerre de 1917 et qui est assez beau, hein, et qu'a recueilli Jean-Claude Rivière. C'était dans un cahier, lui aussi, Chant des anciens combattants de la guerre 1914-1918, et ce cahier a été montré à Jean-Claude Rivière, ce linguiste qui l'a traduit. Vous connaissiez notre bonne volonté, vous nous avez contraints et poussés à partir, jetés à la mer. Nous avons dérivé à l'aveuglette, enveloppés par la nuit et entourés d'obscurité. Hélas, quel désarroi, et que de maux avons-nous enduré. Nous nous sommes couchés à terre, car s'abattait sur nous la mitraille de Guillaume. Nous avons crié « Aïpa !» et nous l'avons bravé. Reste maintenant la honte, je me sens lâche aujourd'hui car j'ai abandonné mes pères et mes grands-pères, leurs cendres fertilisent le sol, ils pourrissent loin de moi, laissons-les à leur sort, car telle fut notre volonté. Vous voyez, c'est un texte assez saisissant, une méditation sur cet engagement, et puis finalement, il n'y a aucune reconnaissance, et puis après tout, ils ont choisi de faire ça, qu'on respecte au moins leur choix. Donc si vous voulez, c'est ça qui me... Mais est-ce que ça pourrait être une sorte de chanson de Roland réinventée
Je pense qu'il y a... D'ailleurs, j'ai relu la chanson de Roland à ce moment-là, si vous voulez. Je pense que dans ces poésies, il y a quelque chose comme une trace historique qui sert d'élan à une mémoire poétique pour construire une image forte des Kanaks. C'est ça, à mon avis, la beauté des textes, et c'est à la fois cette douleur, cette difficulté, parce qu'ils ne se sentent pas glorieux tellement. Ils ont perdu, d'abord, et puis, à quoi bon avoir fait tout ça et pour s'être retrouvé complètement exclu, ratatiné, en quelque sorte. Donc, il y a une méditation sur l'échec qui est très, 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 très forte. Alors, évidemment, maintenant, les nationalistes peuvent reprendre ça, au contraire, en glorifiant leurs héros, le côté du sacrifice, etc. Mais chez les Kanaks, en tous les cas, dans tout ce qu'on a comme poésie, il y a une forme toujours d'ironie et de scepticisme. Ouh là là, je veux dire, il y a toujours un recul par rapport à l'action. Et d'ailleurs, il manie l'ironie vis-à-vis des leaders qu'a étudié, les premiers leaders qu'a étudié Éric. Il y a une certaine... on doute un peu. C'était des sociétés où on n'est pas absolument sûr de son coup. Alors peut-être parce qu'ils sont petits, mais aussi... je pense que, en tous les cas, c'est un des traits de caractère qu'on retrouve souvent à l'issue d'une cérémonie de levée de deuil, où il y a des discours à n'en plus finir, des échanges, etc. Et puis, un ami avec qui j'étais, voilà, il dit tu dois te demander pourquoi on fait tout ça. Je dis oui, c'est mon boulot. Et il me dit tu sais, on n'en sait rien, nous non plus. Et puis, finalement, où vont les morts? Parce que dans la mythologie kanak, les morts vont sous la mer, plongent sous la mer. Et dans les discours de deuil, j'en ai encore entendu un au mois de septembre, on dit l'âme du mort va plonger sous la mer, auprès du gardien du masque, etc. Mais c'est des formules, si vous voulez. Est-ce qu'il y a on sait qu'il y a l'esprit du mort qu'il faut chasser, c'est sûr. Mais de là à savoir s'il va sous la mer ou dans les rochers, et donc cette espèce de scepticisme est tout à fait particulier. C'est ironique pour ceux qui ont connu Jean-Marie Tjimbabou, il y avait tout à fait ça, une sorte d'ironie sur soi-même. Bonsoir. Bonsoir. Pour revenir un tout petit peu avant 1878, peut-on considérer que Louise Michel a fait à sa manière œuvre pionnière? Alors je crois que Louise Michel, elle a fait une œuvre pionnière en France, si vous voulez. Elle est peu connue des Kanaks. Elle a... Comment dire? C'est une des rares figures anticolonialistes du XIXe siècle en Nouvelle-Calédonie. Elle a eu une espèce de préscience extraordinaire qu'elle était en face d'un peuple qui avait des ressources humaines, sociales importantes. Mais j'ai été frappé de voir que elle n'est pas vraiment inscrite dans la mémoire kanak. Il faut quand même le reconnaître. Un Kanak qui disait, mais tu parles toujours de cette Louise, mais c'est qui cette Louise? Vous voyez, donc c'était un peu... alors que nous, mais je pense que Louise Michel, par exemple, elle a recueilli des légendes, comme vous le savez, elle a essayé de recueillir des chants, elle a joué un rôle pédagogique important en jouant sur l'école, en apprenant aux enfants à l'île des Pins à écrire, etc. Et ses lettres, etc. Elle a eu un élan, humaniste, envers les Kanaks, et aussi quelques anarchistes issus du bagne, etc., qui se sont ralliés à la cause kanak. Il y en a un qui s'appelle Malato, qui a écrit un texte intéressant. Mais disons, c'est plutôt chez nous que ça a joué un rôle. Parce qu'il faut savoir que le sentiment anticolonialiste est quand même fort, y compris à l'Assemblée nationale, et qu'il y a eu toutes sortes de débats en France sur la question des réserves, sur la question sanitaire. La Ligue des droits de l'homme fait faire une enquête en 1920 sur la situation sanitaire des Kanaks. La question calédonienne, même si elle est toute petite, et si les Kanaks, ça évoque un peu le capitaine Haddock et tout ça,
enfin, c'était marginal, si vous voulez, dans l'idée, dans le dispositif colonial français. Malgré tout, il y a toujours eu une opposition, même chez Léon Bloy, par exemple. Oui. Il y a toujours eu une opposition à la colonisation dans sa forme la plus dure en Nouvelle-Calédonie. Et Louise Michel en est la première expression, et peut-être la plus éclatante. Vous avez peut-être vu, il y a eu un film intéressant fait sur Louise Michel, que j'avais trouvé pas mal du tout, enfin sur son rôle. Et, voilà. Alors après, il peut y avoir de la légende. Par exemple, on dit qu'elle avait donné son écharpe à Ataï. Bon, je ne sais pas, hein, mais en tous les cas, et en plus, les traditions orales autour d'Ataï n'ont pas été recueillies. Donc je ne sais pas hein, si Louise Michel avait été rentrée dans la mémoire collective des Kanaks de la région de la Foi, d'où était originaire Ataï. Bonsoir, tout d'abord merci pour votre conférence. Et je voulais vous demander si on trouve dans la société kanak une sorte de philosophie, une doctrine avec des préceptes, avec des penseurs et des personnages qui auraient pu influencer, voire consolider la société kanak de par les traumatismes qu'elle a pu subir en 1878 ou en 1977, des penseurs qui auraient aidé justement à penser les plaies dues à ces révoltes, guerres, etc., tels les stoïciens à Athènes en leur temps? Alors, merci. Oui, merci pour la question. Je pense pas, enfin, on n'a pas dénoncé, même de type proverbe ou de type comme ça, moralisateur ou politique. Ce qu'on a, c'est une description des événements et plutôt un certain nombre de sentiments. Voilà. Des sentiments que, par exemple, on a perdu, des sentiments qui sont aussi des analyses politiques, on a perdu parce qu'on n'a pas su respecter les bonnes alliances, faire les bonnes alliances entre nous. Il y a une philosophie aussi qui apparaît toujours, de ne jamais stigmatiser le vaincu. Dans les opérations de répression, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a utilisé des auxiliaires kanaks qui ont aidé, plus qu'aidé, c'est eux qui ont fait une grande partie de la répression, ces supplétifs, là, comme on les appelait ailleurs. Bon, eh bien, ces auxiliaires kanaks, ils apparaissent dans cette mémoire, mais jamais ils ne sont vilipendés, jamais ils ne sont critiqués. Il y a toujours une porte ouverte pour la réconciliation. Et depuis quelques années, il y a un travail, depuis 2005-2006, là, il y a un travail qui est fait entre les populations plus au sud de la région de Wailou et les guerriers kanaks. Et les gens plus au sud viennent pour essayer de se faire pardonner. Il y a une sorte de travail de réconciliation qui est en cours. Alors, si vous voulez, on a des éléments comme cela, c'est-à-dire ne jamais perdre toutes les alliances, ne jamais rompre. Si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on garde quand même un fer au feu, une relation avec lui ou avec elle pour pouvoir renouer. Hein, ça, et puis, ce qui m'est apparu là, mais la question que vous posez, vous voyez, on pourrait écrire un article là-dessus, c'est aussi le fait que les gens ont le sentiment d'appartenir à un collectif qui est garanti par les relations entre les ancêtres. Ce sont les ancêtres qui ont fondé les sites d'où les clans sont originaires, qui ont structuré la société dans un rapport très très fort à l'espace et à tous ces lieux sacrés d'où les ancêtres sont sortis. Et donc le travail qui est fait là, c'est un travail pour essayer de maintenir une forme de vivre ensemble. Et beaucoup d'Européens se trompent souvent en pensant, bien sûr, les Kanaks peuvent s'opposer entre eux. Jean-Marie Tjibaou, il a été tué par un autre Kanak, par Djoubeli Wea. Mais il y a eu un travail de réconciliation. Vous avez peut-être vu dans le film de Gilles Dagneau, Le Pardon, là, qui est un film très beau. Il y avait un travail de réconciliation. C'est-à-dire, Tjibaou disait, on est trop petit pour pouvoir se priver de tous les autres. Alors on peut s'engueuler, même se tuer, mais il faut rester... il faut savoir qu'un jour, on va pouvoir retravailler ensemble. Et une grande partie de la colonisation s'est trompée en voulant jouer les Kanaks les uns contre les autres. Et à la fin, ils se réunissent toujours. Voilà.
Donc, mais je vais réfléchir à votre question parce qu'effectivement, je pourrais répondre plus en détail en prenant des textes. Il y a une tentative aussi de ne jamais vexer, de ne jamais blesser. C'est des sociétés, il faut être très poli, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et dans cette évocation d'une histoire douloureuse, il y a un gros travail, disons, de précaution pour ne pas choquer les autres, pour ne pas les blesser. Voilà. Donc, il y a une attention à autrui qui est tout à fait particulière, mais qui n'exclut pas non plus les explosions de violence, etc. Mais violence et réconciliation, on peut dire d'ailleurs que ces sociétés segmentaires passent beaucoup leur temps à ça. Bonsoir monsieur, 2 questions s'il vous plaît. La première, avez-vous constaté un métissage entre les différentes composantes, comme vous le dites, dans les différentes composantes des habitants de l'île? Et deuxièmement, est-ce que le mouvement indépendantiste est transversal dans ces différentes composantes ou est-il plus prégnant chez les Kanaks? Merci. Merci. Alors, pour le métissage, il est ancien. Il y a eu des mélanges biologiques anciens. Et pendant une longue période, le métissage n'a pas été une valeur en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que soit vous étiez élevé en tant qu'enfant métis dans le monde kanak, vous parliez une langue kanak, et les Kanaks, vous ne tenez pas à rigueur d'être un peu plus clair de peau ou d'avoir les yeux bridés, ou peu importe, soit vous étiez élevé dans le monde européen. Et dans toute la période que j'ai connue, disons jusqu'aux années 95 à peu près, le métissage n'était pas une valeur. C'était chacun... Parce que ce qui comptait, c'était pas tellement l'allure qu'on pouvait avoir. Ce qui comptait, c'est la langue qu'on parlait. Est-ce qu'on fait la coutume ou pas? Est-ce qu'on rentre dans les échanges ou pas? Est-ce qu'on est de tel clan ou pas? Donc, alors, depuis l'accord de Nouméa, depuis 25 ans, 30 ans peut-être, dans les écoles, les collèges, etc., il y a une mixité qui s'esquisse. Bon, il y a un petit peu plus de mariage mixte ou de métissage, sans que le métissage soit jamais présenté. C'est une vraie fausse solution. On pourrait imaginer, bon, ben voilà, tout le monde est métis, et puis tout le monde... Mais l'appartenance culturelle reste quelque chose de très prégnant, si vous voulez. Et donc, c'est à la marge. Vous voyez, je crois qu'il y a 9 ou 10% de gens qui se disent métis, mais il y a des gens qui... Alors, je me souviens de paradoxes incroyables, d'enfants ou de jeunes ou de gens que je voyais qui étaient très blancs de peau, qui n'auraient pas... Il fallait qu'on me dise vraiment qu'ils étaient Kanaks, où je m'apercevais, parce que je les entendais parler leur langue, et puis des colons noirs comme du cirage disaient « Monsieur, je suis blanc, moi ». Donc la question de l'appartenance, elle se joue dans le dispositif culturel. Voilà ce que je peux répondre. Il y a eu des très bons travaux faits là-dessus, et c'est vrai que dans la période actuelle, ça pourrait apparaître comme une solution, mais c'est pas une solution politique, si vous voulez. Alors qu'à Tahiti, par exemple, vous avez une catégorie de métis qui s'est imposée entre Chinois et Tahitiens comme une sorte de classe sociale. Vous n'avez pas ça en Nouvelle-Calédonie. Je vais peut-être dire quelques mots pour conclure, parce que malheureusement, on va être contraint de se séparer. Mais d'abord, on va te remercier pour ton intervention. J'étais moi-même très surpris parce que, comme dirait mon oncle, tu parles normal. C'est-à-dire que tu parles des Kanaks comme des gens normaux. Et c'est très surprenant parce qu'on a souvent tendance à entendre parler des Kanaks comme des structures sociales, des gens qui ne pensent pas, etc. Et c'était très étonnant dans ton intervention d'avoir le sentiment d'avoir une ethnologie qui n'est pas là pour célébrer des différences, mais plutôt une ethnologie qui, par une activité explicative, essaye d'abaisser les frontières culturelles. Voilà, donc merci. Merci. Pour cette conférence. Merci.